qui s'est présenté par Lynn Bellemare. Simplement pour vous rappeler que si vous le désirez, vous pouvez faire une contribution volontaire qui va être à l'entrée de où que vous êtes arrivé. Alors, merci beaucoup. Belle conférence. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon en arrière? Alors bonjour, je me présente, Lynn Bellemare, je travaille pour Semences du Patrimoine Canada. Je vais vous expliquer un peu l'organisme. Et j'ai une semencière ici, Terre Promise, semencière artisanale à l'île d'Isère à Montréal. Alors, je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui étaient là l'année passée? Quelques-uns? OK. Alors, j'ai fait la conférence aussi l'année passée. J'ai ajouté des nouvelles choses cette année pour vraiment vous expliquer le B.A.B.A., le 101 des semences et de la conservation. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer un peu l'organisme, je vais vous faire un peu l'historique de certains légumes et je vais vous expliquer quelques techniques de conservation. Ça va aller? Oui. Vous avez le choix. Alors, les semences du patrimoine. Qui on est? On est un organisme pan-canadien qui s'occupe de la sauvegarde de la biodiversité des légumes. On s'occupe des variétés du patrimoine. On s'occupe aussi de l'accessibilité de ces semences-là. Parce que c'est bien beau dire, OK, on a des vieilles semences, on va les mettre dans une banque de semences, mais vous n'aurez pas accès à ces semences-là. Donc, nous, on veut que le public, monsieur, madame, tout le monde, les jardiniers, les agriculteurs, les marketing bio, aient accès à ces semences-là. On travaille sur le patrimoine aussi, les histoires qui accompagnent ces semences-là, et sur les pollinisateurs, parce que c'est quand même une partie de... c'est quand même une partie de job de faire que les pollinisateurs soient ensemble. Depuis le siècle dernier, 90% de nos semences sont parties. Nos variétés. On va s'entendre tout de suite. Quand je parle de variété, je parle de variété du potager. Okay? Ça inclut un peu les fleurs, mais en général, les variétés potagères. 90%. Ça, c'est votre tomate de votre arrière-grand-père qui a transmis de génération en génération qui est disparue. On va voir les raisons de cette disparition-là. De celles qui restent, il y a juste ça qui est commercialisé. Commercialisé, c'est les petites semencières, en gros. C'est nous, c'est Terre Promise, c'est Jardin du Grand Portage, c'est ces semencières-là qui tiennent ces variétés-là. Une semencière ferme ses portes, c'est un père de la bibliothèque qui vient fermer. Et c'est ça, donc il y a vraiment une petite variété, une petite tranche, pardon, qui est bien conservée. Parce que c'est pas tout d'avoir ces semences-là accessibles, il faut les documenter, il faut les conserver, il faut savoir est-ce qu'ils préfèrent un sol humide, est-ce qu'ils préfèrent faire un sol sec, ils poussent bien à Kamouraska ou ils poussent bien à l'Isère à Montréal. Vous avez sûrement déjà entendu parler du melon de Montréal. Je vais vous faire un petit aperçu rapido presto parce que c'est le melon qui a eu beaucoup de visibilité. C'est un melon qui poussait sur la colline Saint-Jacques à Montréal où l'autoroute des Caries passe présentement. En ce moment, c'était les Décaries et les Aubins avec une autre famille, je me rappelle du nom, qui faisaient pousser le melon de Montréal. Il y avait des gens qui étaient engagés pour presser les paniers qui servaient à transporter le melon de Montréal. C'est pour vous dire que le transport de ce melon-là était très délicat. Et ça se vendait 1 $ à 2 $ la tranche dans les années 40 sur les marchés de New York et de Boston. Okay? C'était plus cher qu'un steak. Donc, c'est sûr que M. Aubin ou M. Descaries s'est pas dit à la fin de sa vie, bon, j'ai pas de relève, tiens, il y a une autoroute qui va passer sur mes terres. Donc, je vais garder des semences du melon de Montréal, parce que peut-être qu'il va y avoir un jour quelqu'un qui va faire une conférence dans une cafétéria, qui va en parler. Ça s'est tout simplement disparu jusqu'à temps qu'un journaliste dise des photos d'un gros melon, où est-ce qu'il est passé ce melon-là? Et qu'il fasse des recherches et qu'il le retrouve dans une banque des semences aux États-Unis. De là, l'importance d'avoir des banques de semences quand même. On en a une au Canada, en Saskatchewan, une banque de gènes qu'on appelle. Essayez d'avoir des semences, la banque de gènes. Ces semences, moi, j'ai fait une demande au Monde Semences du Patrimoine Canada et j'ai eu de la misère à les avoir. D'ailleurs, je les ai pas. Donc, c'est assez difficile d'accès. Mais quand même, il y a
de ces petites graines-là, il y en a quelques-unes qui ont germé. Attendez, là, je vais prendre mon poids, j'ai pas de nom. De ces semences-là, il y en a quelques-unes qui ont germé. Le melon n'est jamais revenu aussi gros qu'il a été auparavant sur la ferme des Décaries. Par contre, un des descendants des Aubin, François, le petit-fils, a goûté au melon et a dit oui, c'est le goût de mon enfance. Donc, il goûte vraiment le melon Montréal, il n'est jamais revenu aussi gros. Est-ce que c'était une souche, une branche qui était plus petite? On ne le saura jamais. Mais c'est juste pour vous montrer que la disparition des légumes peut arriver pour certaines raisons. Ce melon-là, il n'aurait pas pu être vendu dans les grandes surfaces. Vous ne l'auriez pas retrouvé au Super C parce qu'il était trop fragile, il était trop gros. Il y a des gens qui le tournaient à tous les jours dans les champs pour être sûr qu'il soit bien rond pour pas qu'il s'écrase. Donc, c'est vraiment quelque chose, la manutention d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de légumes anciens qui ne répondent pas à la manutention d'aujourd'hui. Vous avez vu de retenir ou je pose un examen? Le concombre Tantalis. Tantalis. Il y avait un concombre dans le catalogue des semences du patrimoine dans les années passées qui apparaissait, il était marqué concombre Tantalis de Mme Alice Gosselin, 88 ans, du comté de Rochester. Et il était repris année après année dans le catalogue parce qu'elle avait 88 ans à chaque année. Donc, le comté de Rochester, ça n'existe plus. Donc, il y en a qui s'en rappellent à comté de Rochester, maintenant c'est dans les. Je ne sais pas trop c'est dans quel coin. Voilà, mais ça existe. Donc, maintenant, mon patron m'appelle, il dit tu pourrais pas faire une petite enquête, savoir où il vient, d'où c'est qui, madame, tu sais, parce qu'il commençait à être très populaire, il était super bon, super digestible. J'ai dit OK. Mais là, j'appelais des gens, puis j'en ai souci, c'est parce que je cherche un bonbon. J'ai l'air un peu folle. Fait que je dis, je fais des recherches généalogiques sur une madame Alice Gosselin, qui finalement s'appelait La Flamme, ça s'appelait même pas Gosselin. Cette dame-là faisait pousser son concombre année après année. Elle sélectionnait les meilleurs fruits, les plus longs, les plus digestifs, gardait les graines. Et à chaque année, à la Saint-Sylvestre, les trempait dans du lait. Regardez-moi pas comme ça, les trempait dans du lait. Et les faisait pousser dans des petites cannes de conserve sur le bord des fenêtres de sa grange jusqu'à temps qu'il parte. Et là, il partait dans son jardin. Bref, il avait tout un rituel et il sélectionnait les meilleurs à chaque année. C'est ça, la sélection. C'est de sélectionner les caractéristiques qu'on veut pour avoir une plante donnée. Et son travail a fini par, je dis, les voisins ont commencé à trouver le concombre, lui en ont demandé, nanana, la personne avait comme, c'est un concombre. Elle ne voyait pas l'importance de ça. Jusqu'à temps que son neveu, M. Gosselin, en rapporte un échantillon à Antoine d'Avignon, des semences du patrimoine, il donne un goût à ça, c'est un concombre super bon, nanana. M. d'Avignon est mort. Malheureusement. Alors, ça a été pas mal difficile de retrouver la trace, mais finalement, on a trouvé le numéro de téléphone des filles de Mme Gosselin, qui a fini par décéder après 98 ans. Et ces filles nous ont parlé, on est allé donner une entrevue à Outremont à ces filles, et ils nous ont raconté toute l'histoire du concombre. Alors, c'est une sorte, un exemple comme ça d'une variété qu'on peut sauvegarder. Il y a des gens qui viennent au kiosque des semences du patrimoine, qui est cette année au 2e étage avec les semencières, et qui disent c'est la tomate de mon grand-père, tu peux-tu la garder? C'est les derniers vestiges, ça n'existe plus. C'est correct, je vous invite, si vous avez des variétés comme ça oubliées, à nous en faire parvenir des échantillons. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Parfait. Boston Marrow. Un autre exemple de l'histoire d'une courge qui a été donné par des Amérindiens à un colon qui l'a reproduit. Cette courge-là, pendant 150 ans, a été la plus populaire. Elle est arrivée sur le marché, puis c'était la Boston Marrow. C'était un petit peu comme, je dirais, c'était très, très, très populaire. Elle a pratiquement disparu. Nous, on l'a fait cette année, on l'a fait depuis 2 ans, super bonne. Vous, mesdames, ayez un conjoint qui a du bras pour couper la peau de cette courge-là, mais un coup coupé, ça vaut vraiment la peine. Et est-ce que c'était un effet de mode? Est-ce que c'est parce que la Robert bleue qui lui ressemble est arrivée, les gens ont dit « Ah, on a eu de la orange, maintenant on veut de la bleue », qui a fait qu'elle a été oubliée? Ça se peut. Il y a l'effet de mode, il y a le transport, les fragilités des légumes, et il y a bien sûr l'arrivée des hybrides sur le marché dont on va parler un peu plus tard.
Mais, pomme de terre Apios americana. Cette patate-là, c'est les Amérindiens qui la cultivaient. C'est une plante indigène. C'est une plante indigène d'Amérique. Elle fait des longs chapelets comme ça, avec plein de patates. En fait, c'est pas des vraies patates, c'est une fabacée, c'est la famille des fabacées. Ça fait des fleurs qui sentent super bon, pas besoin d'engrais, ça remet de l'azote dans le sol, mais les Amérindiens, ils ont passé aux colons. Nos colons, aux arrière, ou je sais pas quoi, grands-parents, bouffaient ça et c'était super bon. 3 fois plus de protéines que la patate. Par contre, quand la pomme de terre est arrivée, les gens se sont, pour un effet de mode, et peut-être pour une facilité aussi, parce que ça peut prendre 2 ans avant de produire. La pomme de terre sur la plante, pouf, 1 an. Donc ça, c'est une autre caractéristique, c'est la rapidité. Hein, on veut que ça soit tout de suite. Je plante, je veux tout de suite. Alors, ça a été oublié, mais c'est ça, il en reste encore sur le bord du Saint-Laurent, où il y avait des anciens campements autochtones. Alors, moi, je travaille à l'île Bizarre sur ma terre et à l'île Bizarre, sur le bord de l'eau, il y avait de la patate en châtaignier qui poussait. Triangle. Une petite aparté sur les courges. Parce que cette courge-là, elle était quand même un peu populaire ici. Elle a été apportée d'Australie. Là, les gens ils disent du patrimoine. C'est parce que tu viens de me dire qu'elle est d'Australie. C'est quoi le patrimoine? C'est quoi une variété patrimoniale? Nous, on se mange du patrimoine, on a un peu décrété, on s'est dit, bon, 50 ans qu'elle est dans la génération, de génération en génération plantée dans un jardin, c'est du patrimoine. OK, la tomate, elle s'appelle russe, je sais pas quoi. C'est pas grave. L'homme qui l'a rapporté de Russie ou d'Italie, quand il est arrivé ici, qui l'a planté, a sélectionné, a fait un travail de sélection de sa variété. Donc, ce qui nous amène à presque avoir on dit en anglais du strain, mais une lignée. Une lignée, c'est ça, qui est adaptée à nos conditions, qui fait partie de l'histoire. Les courges viennent d'Amérique du Sud. On voyageait en Europe, on voyageait en Australie, et où ils sont venus. Et là, des fois, il y a des gens qui me disent « Ah oui, ça, c'est une courge d'ici, et non, ça, c'est une courge d'Europe. » On l'avait en premier. Elle venait d'Amérique du Sud. Donc, les légumes voyagent comme ça aussi. Donc, on arrive, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant, ça va? On arrive à la partie un peu plus technique. Quand j'ai commencé à conserver des semences, à m'intéresser aux semences, j'avais un jardin communautaire. J'ai planté des haricots achetés chez un détaillant, là, au coin de la rue, dont je ne nommerai pas le nom. Et j'avais un haricot jaune, alors je plantais ça donnait beaucoup d'haricots, j'étais contente. Et j'ai essayé, j'ai pris les graines et j'ai essayé de les replanter l'année d'après. La première année, premièrement, j'ai pas eu de graines. J'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, je suis foutue, je sais pas comment jardiner. J'ai dit, je vais les laisser plus longtemps sur le plan. L'année d'après, je les ai laissés plus longtemps sur le plan et j'ai eu des espèces de petites affaires toutes raboutinées qui ne ressemblaient pas du tout à ce que j'avais planté. J'ai dit, bon, ça y est. J'ai réessayé une autre année, j'ai fini par avoir de quoi qui était potable, qui s'est replanté. Mais quand ça l'a poussé, ça ne m'a pas donné mon haricot jaune, wax, quelque chose. Ça m'a donné des haricots grimpants, des haricots nains, des haricots jaunes, des haricots verts et des haricots petits. Et ils n'étaient pas tout à fait tout très bons. Hein? Là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est parce que j'avais utilisé des hybrides. Les hybrides sont des plants, pour faire une histoire courte, faits en laboratoire. Et quand vous allez faire vos propres semences, vous allez devoir utiliser des plantes qui sont à pollinisation libre. Je vais revenir sur les hybrides, je vais juste... Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est les raisons pour lesquelles vous pouvez conserver vos propres semences. Donc, les hybrides. On prend une variété, je dis n'importe quoi pour l'exemple, okay? On prend par exemple une variété de haricots rouge et une variété de haricots bleus. Ça n'existe pas, je le sais, c'est l'exemple. Je prof au primaire. Donc, on reproduit ces haricots-là année après année, d'un côté, je veux dire, le haricot rouge avec le haricot rouge, et on le reproduit sans cesse avec lui-même. Ce qui fait qu'on le régénère. Tu sais, les rois de France avant, ça faisait ça dans la... Il y en a qui comprennent. Bon, c'est ça qu'on faisait. Quand
quand notre génétique se reproduit en famille, hein, avec nous-mêmes, à notre propre génétique, ça se dégénère. Alors, on les fait dégénérer des deux côtés. Et là, quand le plan est comme pratiquement capote, presque plus capable de se reproduire, on les met les deux ensemble. Et là, le plan, c'est comme s'il se disait « Wow, c'est ma dernière chance de me reproduire. Qu'est-ce que je fais? Je fais des petites fèves. » Donc, ça s'appelle la vigueur hybride. C'est ça qui fait que quand vous plantez votre hybride dans le sol, il vous donne plein de haricots, et vers la fin, lamentablement, de la saison, il crève. Donc, j'avais ces haricots-là que je plantais année après année, qui m'avaient donné n'importe quoi, et c'est là que j'ai compris que j'avais utilisé des semences hybrides et pas des semences à pollinisation libre, comme sont vendues ici par les semencières. J'ai acheté des semences à pollinisation libre. Beurre de Rocancourt, je m'en rappelle encore, c'est mes préférés maintenant. J'ai planté beurre de Rocancourt à côté de Yellow quelque chose Mackenzie, et j'ai regardé. Et là, j'ai eu des haricots jaunes hybrides, mais j'en ai eu. Semences du patrimoine, j'ai regardé ça et j'ai dit « Wow, je comprends pourquoi il y a des variétés qui tombent dans l'oubli. » C'était là, c'était bien normal. L'autre, il donnait. Et dans mon jardin communautaire, il y a eu une maladie. Et tous les haricots sont morts de leur belle mort de maladie. 50% de mes beurres de Rocancourt étaient encore bons. Non seulement ils étaient encore bons, mais en octobre, j'en avais encore. Je ne pouvais plus de haricots. Alors, j'ai fait « Ah! » Tu sais, les pollinisations vertes, c'est pas comme une F1, c'est comme c'est un peu plus lent, c'est un peu plus long, mais à la longue, c'est adapté à votre sol, à votre environnement. Donc, variété à pollinisation libre, F1. Est-ce que je suis encore dans mon temps? C'est bon? Choisir des variétés en voie d'extinction. Tant qu'à faire, choisissez une variété qui est rare pour la reproduire et partagez-la avec vos amis. Respectez les distances recommandées, on va les voir. Ne pas conserver les graines de plantes malades. Dans une conférence, il y a un gars qui lève sa main. Il dit « Moi, mon grand-père, il avait une tomate super bonne. Vraiment délicieuse, il me l'a donné. Mais moi, j'ai juste un petit balcon. J'ai fait ça dans des bacs à recyclage. J'ai fait pousser mes tomates. Là, au bout de 3 ans, ma tomate est vraiment plus bonne. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai demandé qu'est-ce que tu as fait avec ta terre, ça posé, tout. Pour me rendre compte que le monsieur, ce qu'il faisait, c'est que, comme il n'y avait pas beaucoup d'espace, il mangeait toutes ces grosses tomates les meilleures et il gardait les pas bonnes pour les graines. Fait que, j'ai pas ri, hein, j'ai pas. Il y avait une sélection inverse. Donc, on prend les meilleures tomates, les plus belles, les plus matures, et on les garde pour les graines. Bien noter les informations, la variété, si vous connaissez le nom latin. Il y a un échange de semences. Je pense ici, il y a une salle d'échange de semences. Si vous échangez des semences, prenez soin d'écrire le nom. Ici, l'origine aussi. Une graine de tomate ressemble beaucoup à une autre graine de tomate. Distance à respecter et longévité. Distance à respecter pour pas que ça se mélange. Les mélanges, on peut en vouloir, c'est bien, mais si on veut garder sa variété comme elle est, ou l'améliorer un peu, on ne veut pas que les insectes fassent la job. Donc, laitue, 3 à 8 mètres. C'est-à-dire que vous avez une variété là et une autre variété ici, ils ne se mélangeront pas. Persil, ouch, 2 km. Okay? Parce que moi, j'ai un hectare, là, fait que je peux avoir juste une sorte de persil, c'est bon. Donc, on s'entend 2 choses. Le persil 2 km, c'est quand il est en fleur. C'est-à-dire que si vous, madame, vous avez ou vous êtes un persil qui vient en fleur, et que madame, juste là, a du persil mais qu'elle ne laisse pas venir en fleur, on s'en fout. C'est pas grave, il ne se pollinisera pas. Deuxièmement, pour le faire chez vous, si vous avez un persil frisé, et que votre voisin a un persil plat, les deux, vous les laissez monter en graines, vous voulez les graines, on s'entend-tu que si l'année d'après, votre persil est un petit peu moins frisé et un petit peu moins plat, c'est pas un drame. Il faut essayer de juger comme ça. Il y a certaines variétés qu'on fait wow. La tomate, 5 à 50 mètres. Okay, ça dépend, ça c'est un peu compliqué. Je n'aurai pas le temps d'aborder la question, mais c'est au niveau des étamines, du pistil, de la formation de la fleur, qui fait que des fois, ils peuvent plus se contaminer l'une et l'autre. L'idée qu'il faut retenir, c'est que dans votre jardin, repensez comment vous plantez les choses. Au lieu de faire tous les haricots sont là,
tous les tomates sont là, toutes les laitues sont là, vous pouvez faire une rangée d'haricots, une rangée de tomates, une rangée de laitues. Oups, vous êtes rendu à votre autre haricot, mais il ne se contaminera pas avec l'autre. Il va être distancé. Ou vous pouvez aller voir votre voisin et vous dites, écoutez, moi, mes haricots jaunes, cette année, c'est des beurres de rocambeau, je t'en donne si tu veux faire des beurres de rocambeau, mais fais pas d'autre chose que des beurres de rocambeau. Donc, il va faire des beurres de rocambeau, de toute façon, c'est les meilleurs. Et vous allez faire des beurres de rocambeau aussi, ça ne se mélangera pas. Donc, il y a des choses comme ça. Longévité. Les semences ont une durée de vie. Okay? Certaines semences vivent très longtemps, certaines semences vivent pas du tout longtemps, c'est une moyenne. Des tomates, j'ai un vieux monsieur qui, malheureusement, ne pouvait plus cultiver, c'est un semencier, il m'a donné sa collection de semences de tomates, ils avaient 14 ans les semences. Le taux de germination était à 60%. C'est-à-dire qu'on plante, on vérifie, je fais germer 10 graines de tomates. S'il y en a 6 qui germent, j'ai un taux de 60%. Si vous remarquez sur vos sachets que vous avez peut-être achetés aujourd'hui, il est marqué un taux de germination. C'est le pourcentage de germination que les semences ont. C'est-à-dire que ça peut être de 100% à 80%. En bas de ça, on ne les vend pas habituellement. Alors, la congélation peut aider à... On va en parler ici. La congélation peut aider à allonger la durée de vie. Pas le frigo. Les gens me disent le frigo. Non, pas le frigo. Le frigo, c'est humide. Congelé ou pas congelé, mais pas le frigo. Séchage. Quand je fais mes graines, par exemple, vous faites vos graines à la maison, vous prenez vos haricots, laissez-les sur une assiette, sur votre comptoir, et laissez-les sécher ou sur un petit filet, quelque chose qui fait circuler l'air. Vous les laissez sécher une semaine ou deux. Les haricots, on peut les regarder vraiment à la main. S'ils sont vraiment incassables, vous croquez dedans. Et si c'est vraiment incassable, c'est parce que c'est sec. Si c'est tout mou quand vous croquez, c'est pas sec. Okay? Oui? Est-ce que ça fait au déshydrateur? Est-ce que ça fait au déshydrateur? Je ne le ferai pas. Le déshydrateur, la graine est quelque chose de vivant. Moi, je lui laisse faire son cycle naturel. Il y a 80% des chances que tu te trompes avec la température et que tu scrapes toutes tes graines. Donc, je me lance. Mais il y a une possibilité de les faire au déshydrateur. Je la connais, mais c'est-à-dire, je ne pourrais pas m'avancer là-dessus. Pas besoin de déshydrateur. Notez ce que vous avez dans vos assiettes. Okay? Si vous avez des enfants en bas de 4 ans, mettez-les un petit peu plus haut parce que des haricots, ça se mélange et les graines de tomates aussi. Sans congélation. Alors, voici un haricot qui a subi la bruche. La bruche est un petit insecte qui, dans votre jardin, super populaire en passant, hein, c'est pas rare ça, là, va aller pondre ses œufs dans la plante. Et le haricot va se former autour, va se former, et les larves vont être dans le haricot. 99% de nos haricots ont de la bruche à l'intérieur. Vous pensiez que vous étiez végétarien, hein? Et là, ce qui se passe, c'est qu'au mois de février, vous ouvrez, vous checkez vos graines et vous faites « Ah, il y a des trous comme dans une perceuse là-dedans. » Donc, c'est vraiment, vraiment facile. Vous mettez vos haricots au congélateur minimum 3 semaines. Moi, je les laisse là tout le temps. Et on reprend juste ce qu'on a besoin. Tu sais, vous ne sortez pas, sortez, rentrez de pot parce qu'il va y avoir de la condensation. Donc, on évite la condensation. Les autres semences se congèlent en majorité aussi. Mais bon, l'idéal, c'est vraiment un pot maçon. Vos sachets que vous avez achetés, vous les glissez dans un pot maçon et vous fermez le pot maçon. Vous pouvez même mettre de la silice, tu sais qu'on trouve dans les boîtes à souliers, là, les petits sachets de silice. Vous mettez ça dedans, vous fermez, c'est bon pour très, très, très longtemps. Le pot de vitre. Oui? Moi, si vous les utilisez année après année, congelez pas. Si vous avez des variétés que vous voulez garder longtemps, comme moi je suis une semencière, et des variétés que je veux garder longtemps, je vais les congeler. Mais en général, juste température pièce, fermée avec ça dans un pot en vitre. Le plastique laisse passer l'air. Moléculairement parlant, le plastique est fait comme des petits spaghettis. Donc, c'est empilé comme ça. Donc, l'air finit par rentrer, sortir d'un pot plastique. Pas notre beau vieux pot maçon. Les trucs de grand-maman, ça marche. Le coffre à jouets de votre enfant de 4 ans et votre coffre à trésor maintenant pour conserver vos semences. Les tamis.
des enfants ont beaucoup plus de choix en termes de grosseur que les tamis du marché. Okay? Donc ça, on peut se servir pour tamiser nos graines. Là, vous allez me dire, pourquoi? Je veux dire, la graine, là, si je la prends avec la fleur au complet et je la plante, là, à avoir poussé, là, oui, mais on veut enlever le déchet. Le déchet, c'est les pétales, les sépales, le déchet, pour éviter qu'il y ait des maladies qui restent dedans et de l'humidité. Le déchet a de l'humidité, donc peut affecter la graine. On essaie quand même d'enlever le plus possible. Et nous, en tant que semencière, ben, c'est certain qu'il faut laver, il faut vraiment vanner les semences pour qu'elles soient propres pour les emballer dans un sachet. Le vannage, vous mettez un plat par terre, vous prenez votre plat de graines, par exemple la laitue, ça se fait super bien, et vous videz. Prenez pas toute votre quantité de graines en même temps. Et arrangez-vous pas qu'il y ait un vent de 250 km/h, parce que ça va pousser dans les petites craques de patio. Donc, on y va doucement, et tout le déchet peut partir, et vous aurez les semences dans votre lac. On répète 2 ou 3 fois pour être certain, et ça marche. Les oignons. On n'aura pas le temps malheureusement d'aborder les bisannuels, mais les bisannuels, comme les oignons, font des semences l'année suivante. Donc moi, quand je plante ma graine d'oignon, par exemple, là, je vais la planter en semis à l'intérieur d'ici une semaine. Au printemps, je la transplante. L'oignon grossit, fait un bulbe. Et là, vous le mangez ou vous le prenez à l'automne. Vous le conservez dans des bols nylon comme ça. Pourquoi un bol nylon? L'air circule. Et là, vous pouvez le tâter à savoir si oui ou non, lequel n'est pas bon. Ou s'il n'est pas bon, je coupe, j'enlève. Pour la consommation aussi, hein, c'est super bien de les garder comme ça se garde vraiment bien dans des bols nylon. Je ne sais pas qui porte encore des bols nylon, en tout cas, trouvez-vous quelqu'un qui a des bols nylon. Et tout ça pour dire, oui, c'est ça. Alors, vous gardez l'oignon et vous avez, moi, j'ai des oignons là, présentement qui sont dans ma cave, qui sont comme ça. Et au printemps, je vais les replanter et vont faire une tige florale à peu près haute comme ça. Et c'est à l'intérieur de ça qu'il y a les graines. Donc, c'est des bisannuels, c'est aux 2 ans. Méthode pour les semences de tomates. Ça, j'en parle beaucoup parce que les gens aiment bien cette petite recette-là. Quand vous avez sélectionné les tomates les plus grosses, les plus juteuses, ceux que vous avez le mieux, vous les prenez vraiment matures, mûres, presque au bord de passer date, et vous enlevez les graines. Vous les mettez dans un contenant. Si la tomate est très juteuse, vous n'avez pas besoin de rajouter de l'eau, sinon on rajoute une cuillère ou 2 d'eau, mais vraiment de base. Et vous les laissez sur le comptoir en avertissant votre conjoint ou votre conjointe que c'est pas à jeter, parce que ça va moisir et ça va puer. Mettre un couvercle. Alors, ça va macérer littéralement. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça enlève la gélule. Vous avez tous vu une graine de tomate. Quand c'est le petit glu-glu autour, cette espèce de gélule-là, de mucilage, est faite pour empêcher la graine de tomate de germer. Parce que dans la nature, la tomate est là. Si elle laisse tomber son plant de tomate, si elle laisse tomber sa tomate-là, il y a 350 petits plants de tomate qui poussent. Essayez d'être 350 dans un cadet de pizza. Ça prend de la place. Donc, elle veut que la tomate germe dans un milieu, soit pris par les oiseaux, les animaux, apportés plus tard, et germe dans des conditions idéales. Cette gélule-là, on peut l'enlever. Avec la moisissure, la fermentation, ça va tout détruire la gélule. Au bout de 3 jours, vous passez dans le tamis, bien dans le lavabo, s'il y a des bouchères, vous les enlevez là, comme ça, et vous étendez sur un grillage, sur un papier journal. Vous savez, hein, que les semences qui collent sur du papier journal, vous pouvez planter directement avec le papier journal l'année prochaine. Je suis tout déchirée. Vous pouvez même écrire sur le papier journal le nom de la variété. Alors, et voilà, vous identifiez bien. Ça fait vraiment comme ça, c'est vraiment ça. Et ça pue. Alors, c'est le truc. Et ça enlève les maladies aussi. Parce que dans la gélule, dans le mucilage, il y a des maladies, il y a des virus. Alors ça les détruit. Alors vous avez moins de maladies dans vos plants de tomates. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, vous avez dit la graine de tomate, on la met dans un pot avec de l'eau pour faire le sel. Oui, les graines de tomate, vous les mettez dans le pot. Vous pouvez rajouter 1 ou 2 cuillères d'eau si c'est très épais. Là, si votre tomate a beaucoup de jus, vous n'avez pas besoin de rajouter de l'eau. Vous fermez le couvercle. 3 jours à température pièce sur votre comptoir, vous le laissez là. Au bout de 3 jours, on l'ouvre.
On le met dans un panier en dessous du lavabo, là, vous passez de l'eau dessus. Les graines vont être super propres. C'est ce que les semencières font en haut. La majeure partie des semencières font. C'est pour ça que quand vous ouvrez votre sachet, vos graines sont toutes propres et toutes poilues. Et les graines de tomates, c'est poilu. Alors ici, il me reste combien de temps à peu près? Il me reste du temps? OK, je peux jaser. Alors, est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? C'est beau? On a ici le guide des conservations de semences du Patrimoine Canada. Il est rendu au 2e étage à Terre Premier Semencière Artisanale. À l'intérieur, c'est autant pour le débutant que pour l'avancé. Il y a les bisannuels autant que les annuels. Et il y a vraiment des guides qui expliquent si c'est facile, difficile, moyen. Alors, si vous voulez vous lancer, le guide est 15 $ en français ou en anglais. Tout ce que je viens de vous dire d'explication est beaucoup plus détaillé. Effectivement, j'avais juste 30 minutes à vous lancer tout ça. Alors, si jamais vous voulez vous lancer, bien, c'est l'outil nécessaire. Ça fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Au niveau de l'organisation des semences, Je vais répéter la question. pour les classer ou pour les. Est-ce que ça qu'est-ce qu'on peut utiliser comme matériel à la fois pour les conserver et pour les classer aussi? Madame demande, pour les conserver et les classer, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme matériel? Bon, c'est une bonne question. D'ailleurs, j'ai oublié de dire tout à l'heure, quand vous ramassez vos semences dans votre jardin ou dans votre champ, utilisez, vous savez, les gros saladiers en métal, ce qu'on appelle communément les culs de poule, les gros saladiers en métal. Parce qu'en plastique, ça a de l'électricité statique. Alors, vos graines vont faire tout. Là, vous n'allez pas être capable de les enlever. Ensuite, quand vous les ramenez à la maison, moi, l'assiette, c'est l'idéal, ou le petit moustiquaire sur un tray, un cadre, on fait sécher les semences. Le sac de papier, c'est pas une bonne idée parce que ça laisse passer l'air. Donc, comme j'ai dit, vraiment, vous pouvez aller voir même au kiosque, on a un gros pot maçon de 2 litres. Je mets mes haricots là-dedans, je ferme le pot maçon. Alors, moi, c'est vraiment dans la vitre. Puis, si vous avez des sachets individuels, c'est à l'intérieur. Parce que c'est ça, tout ce qui est enveloppe de papier, l'air circule. Alors, si vous habitez dans un bâtiment plus humide, bien, la semence va prendre l'humidité. Chaque variation de température lui fait perdre de sa viabilité. Donc, s'il y a beaucoup de variations chez vous, bien, votre taux de germination va descendre lentement. Est-ce que ça répond à votre question? Parfait. Autre question? Oui. Juste un instant, il y a madame, puis vous après. Oui? Est-ce que toutes les semences vont au congélateur? Pardon? Est-ce que toutes les semences vont au congélateur? Est-ce que toutes les semences vont au congélateur? J'ai la question à chaque année et je n'ai pas la réponse à chaque année parce qu'il n'y a pas de littérature sur chaque type de semence. Ce que je peux vous dire, c'est que la 99% des semences peuvent y aller, mais je ne mettrai pas, par exemple, de l'épinard de Malabar, qui est une plante tropicale qui adore la chaleur, au congélateur. Le congélateur, c'est quoi? C'est moins 5 degrés, 0, entre moins 5 à peu près, moins 7, moins 8. Moins 18? Moins 18. Moins 18? OK. OK. Oui? J'ai un petit peu d'expérience avec ça pour avoir travaillé comme scientifique. Oui, allez-y donc. En fait, il y a des graines qui ont besoin de garder de l'eau dedans pour rester viables. Alors celle-là, le congélateur, c'est pas bon. Mais la majorité des graines avec lesquelles on fait affaire, j'ai gardé des graines de citrouille 15 ans au congélateur. J'ai testé ce genre-là pour faire 60%. C'est quand même pas pire, parce que ça dure 3 ans. Merci beaucoup. Bon, ben, monsieur dit justement que la congélation, si les graines ont besoin de garder de l'humidité à l'intérieur d'elles, ce qui se passe en fait, c'est que les cellules d'eau, quand ils vont geler, vont devenir de la glace. Quand l'eau se transforme en glace, ça fait plein d'aiguilles. Tu as une espèce de flocon, là, vraiment un cristal, ça cristallise et ça fait des aiguilles. Ça rentre dans les cellules de la graine et ça tue la graine. Alors, il faut vous assuriez vraiment que votre semence soit sèche. Et il y a certaines semences qui, je pense justement aux semences de pawpaw, l'arbre pawpaw qu'on trouve un peu plus bas aux États-Unis, qui est comme une mangue américaine. Et cette semence-là ne pourrait pas aller au congélateur parce qu'il faut qu'elle soit humide, elle ne peut pas sécher. Il y a des semences qu'on ne peut pas faire sécher. Mais je vous dirais qu'en 90%, 95% des cas, ils peuvent aller au congélateur.
Il y avait une autre question juste ici. Merci, monsieur. Oui, c'est parce qu'on a mis de l'air dans les cours maçons. Ça a moisi dans le cours. Peut-être probablement c'était pas assez sec, mais il y a-tu un temps pour. L'ail dans un pot maçon, ça l'a moisi, c'est justement parce que l'ail sèche jamais complètement. L'ail a une certaine humidité. L'ail, c'est 1 an de conservation. Ça ne va pas dans un pot maçon, il faut que ça respire. L'ail, c'est vraiment, c'est comme un oignon. Un oignon, c'est jamais sec. C'est un bulbe qui n'est pas sec. Donc, c'est à l'air libre et c'est juste 1 an. Une enveloppe de papier. Ça sera une exception. Oui, on considérerait l'ail plus comme un bulbe que comme une semence. Vous savez d'ailleurs que l'ail fait des graines qui ne sont pas des graines. L'ail fait une fleur, et si vous la laissez continuer, parce que les gens disent « Ah, coupez vos fleurs d'ail, vous allez avoir des bulbes plus gros. » Vrai. Mais si vous en laissez un peu, qui font la fleur, et qui continuent, vous allez avoir des centaines de bulbilles, donc de graines, mais que ce n'est pas des vraies graines, c'est le clone du bulbe qu'on trouve. Alors, les variétés ne peuvent pas se mélanger. Il peut y avoir 10 variétés collées, et elles ne se mélangeront pas parce que le bulbe est un clone. Le bulbe, qu'on appelle à la graine, est un clone. Est-ce que ça a répondu à votre question? Oui. La graine est bonne pour replanter? Oui. Quand elle a fait sa fleur, on en vend d'ailleurs des bulbilles d'ail. Quand elle a fait sa fleur, et s'il vous plaît, la musique, l'ail musique. On est combien? Ils sont des 200 personnes à peu près. Dites-les aux autres, ça va faire comme 400, 600 personnes. L'ail musique, 99,9% de l'ail au Québec, c'est l'ail musique. Ça fait de la monoculture. Là, tu dis, moi, je ne fais pas de la monoculture, j'ai plein d'autres choses dans mon jardin. Oui, mais tu as de la musique, monsieur a de la musique, madame a de la musique, tout le monde a de la musique. Le jour où les changements climatiques vont arriver, hein, on ne croit pas, mais ça va arriver, il va y avoir un problème. Le jour où une maladie va s'attaquer à la musique, c'est fini. Là, les gens vont dire « Ah, on a plein de maladies dans notre air, qu'est-ce qu'on fait? » Il n'y en a plus de variétés. Tout le monde les a perdues. Ils sont partis, les variétés, parce qu'on ne les a pas conservées. Si vous faites de l'ail, essayez de trouver de l'ail aux semences du patrimoine, essayez de chercher. Il y a des centaines, on a 178 variétés d'ail dans notre bibliothèque de semences. Donc, ça vaut la peine de prendre la biodiversité et d'essayer d'autres variétés. Est-ce que ça répond? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, monsieur. Un an ou deux, c'est Pardon? Un an ou deux, c'est Jamais frigo. C'est pas là au début de la conférence, hein, je l'ai dit. jamais frigo, parce qu'à part des graines spécifiques qui ont besoin de garder leur humidité, là, comme la Pios americana a besoin de garder au frigo. Mais une graine au frigo, c'est chavine, il ne faut pas le prendre sérieux. Ça prend l'humidité. Il y a beaucoup d'humidité dans le frigo, alors c'est vraiment pas bon de garder vos semences au frigo. D'autres questions? Ça fait le tour? Ben, je vous remercie beaucoup. Je reste ici. Oui, il y a une question. Oui? La fleur, la graine? Le tubercule? Est-ce que le topinambour se met au congélateur pour le garder? La madame, elle ne sait pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Combien de patates au congélateur? Madame dit on peut les conserver, mais pas pour les semences. Pour manger, mais ils se replanteront probablement pas. Je crois pas qu'au congélateur, ce serait la... Moi, je les garde au frigo dans les vieux Tupperware de céleri. On les replante à l'automne simplement. Pardon? On les replante à l'automne simplement. Oui, vous les replantez à l'automne simplement. Oui? Je vous demanderai juste un peu de silence. Si la madame a une question, ça sera pas long. Oui. Alors, le topinambour, c'est très invasif. Vous pouvez juste planter le bulbe et ça va partir à l'automne. Alors, je vous remercie beaucoup.